Mes chers élèves de troisième année, salam alaykum wa barakatuh. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter un autre exemple de contrôle continu semestre 1, mais je me suis concentré sur les exercices concernant le sang et la circulation ainsi que la respiration. Ala barakatillah, et on commence toujours par la restitution des connaissances. Donc voilà, je vais lire et je vais vous laisser le temps de réfléchir pour répondre. Après, je vais vous afficher les réponses. Alors, l'air inspiré contient plus de dioxygène et plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. Essayez d'imaginer la situation, comme ça vous pouvez avoir la possibilité de répondre correctement. Pardon. Alors, au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe dans le sang des artères. Alors, les artères, ce sont le sang qui transporte le sang du cœur vers les organes. Les cellules des organes consomment O2 et rejettent le CO2. La respiration se produit au niveau des alvéoles pulmonaires. L'eau de chaud se trouve en présence de CO2. Ça, vous avez vu en physique, en sciences, en première année. Alors, la paroi des alvéoles pulmonaires est imperméable, n'est-ce pas, passer les gaz respiratoires. Les gaz respiratoires passent du milieu où la pression est forte en ce gaz vers le milieu où la pression est faible. Alors, commençons par la première proposition. Il est comment? Alors, bien sûr, la première, elle est fausse. Deuxième, elle est juste. La cellule des cellules organes consomme O2 et rejette, bien sûr. Ça, c'est la respiration cellulaire proprement dite. La respiration se produit au niveau des alvéoles pulmonaires? Non. Alors, au niveau des alvéoles pulmonaires, ça se fait les échanges gazeux respiratoires et le renouvellement de l'air. Alors, l'eau de chaud, bien sûr, se trouve en présence de CO2. La paroi des alvéoles pulmonaires est imperméable. S'il est imperméable, il ne peut pas laisser les gaz respiratoires traverser cette membrane, donc il est fausse. Les gaz respiratoires passent du milieu où la pression est forte, bien sûr. Pour être équilibré, il faut qu'il y ait cette différence de pression entre deux milieux. L'exercice suivant. Alors, pour chacune des propositions, il y a plusieurs suggestions correctes. Vous allez mettre une croix devant la proposition qui est correcte. Alors, pendant l'expiration, c'est-à-dire le fait de faire sortir de l'air des poumons, il y a rejet seulement de dioxyde de carbone, rejet seulement d'oxygène, ou bien il y a rejet de l'air riche en CO2. Donc, normalement, l'air qui va être rejeté, il contient le CO2, il contient aussi le O2. Donc, il n'y a pas ici seulement, donc ça, ces deux propositions sont fausses, alors que celle-là, il est riche. Il contient une petite quantité de dioxygène. Le passage de dioxygène des alvéoles pulmonaires vers le sang est dû à quoi? À la vitesse du sang dans les capillaires, ou bien que la pression de ce gaz-là dans les alvéoles pulmonaires est supérieure à P du sang, ou bien la pression des alvéoles et la pression de dioxygène dans les alvéoles pulmonaires est égale. Donc, commençons par la dernière. Si la pression est égale, il peut pas être, le passage des gaz ne peut pas se produire. Il faut qu'il y ait une différence de pression. La première, la vitesse, il y a une vitesse normalement. On peut pas, les gaz respirateurs ne peuvent pas traverser la membrane, la paroi des capillaires et la paroi de l'alvéole pulmonaire. Donc, ça reste ici que la pression d'oxygène dans les alvéoles pulmonaires est supérieure dans le sang. Comme ça, l'air alvéolaire, le dioxygène de l'air alvéolaire va passer dans le sang. La seule proposition qui est juste. Donc, le transport de dioxygène en grande quantité s'effectue. Est-ce que grâce aux globules blancs, ou bien plasma, ou bien aux globules rouges? Donc, les globules blancs, ça, directement, c'est faux parce qu'ils ont un rôle dans l'immunité. Donc, ça reste le plasma. Il peut transporter le dioxygène. Celle-là aussi, il transporte, mais la plus grande quantité est transportée par les globules rouges. Alors, l'hémoglobine, c'est une substance qui se trouve est-ce que dans le plasma ou bien dans les hématies? À l'occasion, les hématies, ce sont quoi? Bien sûr, ce sont les globules rouges. Et les globules blancs, donc ici, c'est faux. Donc ici, ce ne sera pas dans le plasma, mais il se trouve dans les hématies qui sont des globules rouges. Exercice suivant, on vous demande de relier les éléments de ce groupe-là à ceux qui leur correspondent dans la définition du groupe qui est en face. Donc, l'alvéole pulmonaire
le milieu intérieur, l'oxyhémoglobine. Donc, on vient de voir tout à l'heure l'alvéole pulmonaire. C'est quoi? Donc, c'est l'unité, bien sûr, microscopique. À son niveau se passent les échanges gazeux respiratoires. Le milieu intérieur, bien sûr, c'est quoi? Il est constitué par deux éléments qui sont le sang et la lymphe. Il dit milieu intérieur parce qu'il est dans des vaisseaux. Il est dans un circuit qui est fermé, circulateur. Alors que le milieu extérieur, il concerne l'appareil respiratoire parce qu'il est en relation avec l'air et l'appareil digestif. À part ça, c'est le milieu intérieur. Donc, le milieu intérieur, on l'a dit, et ça reste l'oxyhémoglobine, c'est un terme composé de deux, l'hémoglobine et l'oxy, c'est-à-dire du oxygène. Donc, l'oxydation de l'hémoglobine se donne ce produit-là qui est l'oxyhémoglobine. Donc, c'est un composé qui se forme au niveau d'un milieu riche en dioxygène. La ventilation pulmonaire, sac aérien et pression moléculaire. Alors, c'est quoi la ventilation? Alors, la ventilation, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est un ensemble de mécanismes qui renouvellent l'air. Le sac aérien, c'est quoi? Bien sûr, c'est un ensemble, oui, formé par plusieurs alvéoles pulmonaires. Oui, la pression, ça reste ici, donc c'est une force qui est exercée sur la paroi alvéolaire. Donc, regardez bien ici, ce document-là, ça représente bien sûr un cœur, mais faites attention, regardez l'orientation. Généralement, lorsqu'on vous donne un schéma du cœur, généralement, on ne le donne pas dans cette position-là, mais renverse, c'est-à-dire que ici, c'est la pointe du cœur, normalement, il est dirigé dans cet endroit-là. Celui-là, il est dans ce sens-là. Donc, essayez bien de faire attention parce que ce n'est pas la même chose. Alors, commençons par le haut. On vous demande de légender et de donner un titre comme ça. Regardez ici, voilà le grand vaisseau sanguin qui sort du cœur. C'est quoi ça? Bien sûr, c'est l'aorte. Voilà un vaisseau sanguin qui sort du corps, mais qui sort du cœur et qui va vers les poumons. C'est quoi? Bien sûr, c'est l'artère pulmonaire. Alors, celui-là, c'est un vaisseau sanguin qui ramène le sang du haut du corps vers le cœur et du bas du corps vers le cœur. C'est quoi? C'est ça, c'est la veine cave supérieure. Voilà 4 vaisseaux sanguins ici qui ramènent le sang des poumons. Ce sont les veines pulmonaires. Alors le 6, c'est, non, plutôt, le 5, ventricule droit, parce que cette partie, normalement, ça, la position du cœur, c'est pas ça normalement, ça doit être ici, on va voir le titre après. Et cette partie-là, ventricule, plutôt la veine cave inférieure, les deux vont diverser le sang ici dans le ventricule, dans l'oreillette droite. Alors numéro 7, c'est ça, c'est l'oreillette gauche. Et celle-là, c'est le ventricule droit. Et ici, c'est le ventricule gauche. Donc ici, le titre qu'on va donner c'est un cœur, mais la face, c'est pas la face que vous voyez normalement, mais c'est la face ventrale, c'est-à-dire la partie, on n'avance pas la partie dorsale. Donc toujours faites attention, la pointe du cœur, il est dirigé vers la gauche. Tout ce qui est dans ce côté-là est gauche et celui-là droit. Alors toujours, vous avez le même schéma, on vous demande de terminer par les flèches la direction, pardon, de la circulation du sang au niveau des veines et des artères. Donc voilà, ça, ce sont les veines qui ramènent le sang. Et voilà, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, et vous avez l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Alors, je vais aussi vous présenter les flèches, bien sûr, avec la couleur du sang. Donc ici, en bleu, c'est le sang qui vient de la partie supérieure du corps. Et la veine cave inférieure ramène le sang de la partie inférieure du corps vers le cœur. Ici, vous avez le sang qui va sortir du cœur pour aller au niveau des poumons pour qu'il puisse se débarrasser du dioxyde de carbone. Voilà. Et vous avez l'aorte qui va transporter le sang qui est riche en O2 vers les différentes parties du corps. Voilà ici les veines pulmonaires, les 4, ils vont ramener le sang des poumons riches en dioxyde vers le cœur. Voilà. Alors ici, vous avez un texte, on doit compléter par les mots qui sont proposés ici. Donc les échanges gazeux respiratoires résultent de quoi? Voyons voir ici. Du dioxyde de carbone, de part et d'autre de
entre le sang et l'air alvéolaire. Pour conserver de pression de ces deux gaz, il faut qu'il y ait le renouvellement permanent de quoi? Voilà. Donc ici, on va revenir ici. Donc les échanges gazeux respiratoires résultent de quoi? Bien sûr, de la variation de pression. S'il n'y a pas de variation de pression, les gaz ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas passer d'un milieu à un autre milieu. Alors du dioxyde d'oxygène et du dioxyde de carbone, de part et d'autre, bien sûr, de voilà, la paroi séparative entre le sang et l'air alvéolaire. Alors pour conserver quoi? Regardez ici, pour conserver la différence de pression, pour qu'il y ait échange gaz-respiratoire de ces gaz, il faut qu'il y ait renouvellement permanent de quoi? Le terme qui reste de l'air alvéolaire. On va inspirer pour faire entrer un nouveau air. Donc ici, vous avez à compléter les espaces du texte suivant par ce qui convient. Donc le système circulatoire, c'est-à-dire l'appareil circulatoire constitué par deux éléments essentiels qui sont quoi? Bien sûr, le cœur et les vaisseaux sanguins. Alors, joue un rôle essentiel dans la distribution de quoi? Qu'est-ce que vont distribuer? Bien sûr, le sang. Et des quoi? Bien sûr, des nutriments. Pour toutes les cellules du corps. Il transporte, c'est-à-dire le sang également quoi? C'est quoi? Bien sûr, il transporte aussi des déchets des cellules. Ces déchets qui résultent de la dégradation des nutriments vers les organes chargés de leur élimination, c'est-à-dire au niveau de l'appareil urinaire. Alors ici, vous avez le cycle cardiaque, connaît trois étapes fondamentales. Donc bien sûr, première, deuxième, troisième, et chacune est décrite ici. Donc pendant laquelle les oreillettes se contractent. Donc si les contractions des oreillettes, on parle de quoi? Oui, voilà, les systoles auriculaires. Alors, et pousse le son dans. Lorsque les oreillettes sont contractées, bien sûr, vont exercer une pression sur la paroi des oreillettes et le son sera expulsé vers les ventricules, bien sûr. À travers les valvules auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et le ventricule. Deuxième étape, bien sûr, c'est quoi? Pendant laquelle les ventricules se contractent. Voilà, contraction de ventricule, c'est-à-dire systole ventriculaire, bien sûr. Pendant laquelle les ventricules se contractent et les valvules auriculo-ventriculaires se ferment, provoquant la circulation du sang dans quoi? Voilà, l'aorte. Et oui, c'est ça, les artères. Alors, l'artère pulmonaire après l'ouverture des valvules artérielles. Donc ici, autre étape, troisième, donc systole auriculaire, systole ventriculaire, la troisième étape, c'est quoi? Voilà, le relâchement total du cœur, c'est-à-dire la diastole générale, pendant laquelle les oreillettes et les ventricules sont en voilà, relâchement total. Les valvules artérielles sont fermées et le sang pénètre dans quoi? Bien sûr, dans les oreillettes. Alors, c'est quoi? Ce sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers quoi? Les vaisseaux qui transportent le sang du cœur, donc ce sont les artères. Alors, vers quoi? Vers, bien sûr, les organes. Alors, ça sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang des organes, donc ce sont les vaisseaux sanguins qui ramènent, ce sont bien sûr les veines qui transportent le sang. Vers quoi? Bien sûr, vers le cœur, et cela est facilité par quoi? Donc les veines, pour qu'ils transportent, parce que les veines se trouvent dans la partie inférieure du corps, qui vont faire revenir le sang de la partie inférieure du corps vers le cœur. Donc il doit qu'il y ait des valvules qui facilitent ce passage du sang du bas vers le haut, parce que c'est dans le sens opposé de la pesanteur. Donc la grande circulation sanguine commence par, oui, ça commence bien sûr de l'oreillette gauche et se termine dans l'oreillette droite, à travers toutes les organes du cœur, du corps. La petite circulation commence. Donc la petite circulation, c'est quoi? Donc ici, cœur, organe, cœur. Ici, la petite circulation commence. Donc ça commence cœur, poumon. Donc la petite circulation commence dans, ventricule droit, se termine dans l'oreillette gauche, passant par, bien sûr, l'endroit où il y a les échanges gazeux respiratoires. Sont le poumon, les poumons. Donc pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, vous avez ici un schéma qui présente ici le cœur, et ici voilà le niveau 1, c'est
c'est le poumon, ouais. Alors, et on vous demande de quoi faire. Alors, montrer par des flèches le sens de la circulation du sang sur le schéma. Donc, ici, vous avez, si on commence par ce point-là, bien sûr, le sang, on va voir, si on commence par le niveau 1, alors le sang qui va venir des poumons riches en dioxygène, la veine pulmonaire, les quatre veines pulmonaires, entrer dans l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche, puis bien sûr l'artère aorte. De l'autre côté, le sang va revenir dans l'oreillette droite par la veine cave supérieure, la veine inférieure, dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit, puis il va passer par l'artère pulmonaire qui va transporter le sang vers les poumons pour qu'ils se débarrassent du dioxyde de carbone et s'enrichit en dioxygène. Voilà, donc prise de la couleur, on l'a fait ici, parce que ici le sang il est riche en dioxygène et celui-là il est riche en dioxyde de carbone. Alors toujours le même exercice, alors on vous demande de comparer les deux éléments, 2 et 8. L'élément 2, celui-là, et l'élément 8. Donc c'est quoi? Donc on a dit tout à l'heure, oui. Donc l'élément 2 c'est l'artère pulmonaire qui transporte le sang riche en CO2. Et bien sûr celui-là, il va transporter le sang riche en dioxygène des poumons vers le cœur. Alors toujours le même exercice, expliquer ce qui se passe au niveau de 1. Ce sont les poumons. Donc bien sûr le sang il sera, voilà, il va se débarrasser du dioxyde de carbone des cellules et il va s'enrichir en dioxygène. Voilà. Alors quel est le rôle de l'élément 9 et l'élément 10? On l'a dit tout à l'heure. Donc ces deux vaisseaux sanguins, celui-là, il va ramener le sang de la partie supérieure du corps et celui-là va le ramener de la partie inférieure du corps. Les deux, ils contiennent du sang qui est riche en dioxyde de carbone. Alors, toujours le même exercice, expliquer de quelle circulation s'agit-il ici. Donc ici, vous avez cœur, poumon, donc c'est quoi? C'est, oui, la circulation pulmonaire, on dit là aussi la petite circulation. Voilà. Complétez ce schéma pour montrer la circulation du sang dans le reste du corps. Donc ici seulement le cœur, poumon. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la grande circulation. Et voilà le schéma qui le montre. Même les couleurs du sang qui se trouvent dans différents vaisseaux sanguins, le cœur et aussi au niveau des poumons. Voilà, la petite et la grande circulation. Alors, on mesure la fréquence de battement cardiaque du cœur chez une personne avant et pendant l'exercice musculaire. On obtient les résultats suivants. Pas les résultats ici, on ne va pas lire tous les résultats. Donc, avant l'exercice, pendant et après l'exercice, ici vous avez la fréquence, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute. Ici, la période, c'est-à-dire avant l'exercice, voilà les différentes valeurs, ça c'est le temps. Et voilà ici pendant l'exercice, et voilà après l'exercice. Donc, on vous demande de construire la courbe de variation de la fréquence en fonction du temps et l'importance de cette activité chez cette personne. Donc, bien sûr, on doit être capable de dessiner à partir d'un tableau un schéma ou bien une courbe qui représente ces différentes, transformer les valeurs d'un tableau sous forme d'un graphe. Donc on trace bien sûr l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et on doit mettre sur l'axe des ordonnées, quoi, bien sûr la fréquence et l'axe des abscisses, on va mettre le temps. Donc le résultat est le suivant, simple à construire. Donc on doit indiquer aussi l'unité utilisée ici, l'unité ici, et mettre les différents éléments qui sont indiqués dans le tableau. Et voilà la courbe obtenue à partir des résultats qu'on a vus ici. Donc comme ça, on peut mieux lire que les valeurs qui sont ici. Donc ça au début de l'exercice, voilà. Ça c'est pendant l'exercice et ça après l'exercice. Donc comment peut-on expliquer ces variations? Alors bien sûr, comment peut-on expliquer les variations? Bien sûr, on est ici presque la même. Augmentation de quoi? De la fréquence et puis il y a une diminution vers la fin de l'exercice. Donc bien sûr, les battements cardiaques vont augmenter parce que le corps il a besoin de dioxygène. Le dioxygène il sera transporté par le sang et le sang normalement pour qu'il puisse circuler, il doit qu'il y ait des élévations de la fréquence cardiaque pour que le sang arrive aux différents organes et surtout les muscles.
Donc, pourtant, l'effort musculaire, le muscle doit consommer plus de dioxygène. Pour cela, il faut que le débit sanguin augmente pour accomplir les besoins du muscle en dioxygène, et cela demande une augmentation du battement cardiaque, ce qu'on appelle la fréquence. C'est la fréquence cardiaque, bien la fréquence va augmenter pendant l'exercice. Alors, d'autre part, si l'histogramme ci-dessous montre le volume d'oxygène consommé par un athlète selon les activités sportives différentes. Alors, que déduisez-vous à partir de l'analyse de cet histogramme? Voilà l'histogramme. Regardez ici, donc on doit lire les éléments du schéma, bien du graphe donné. Donc ici, le dioxygène consommé en litres par minute. Ici, vous avez les activités musculaires. Voilà, donc ici, petite activité moyenne. Voilà, ici, le repos, marche, rapide, course moyenne, course longue distance, effort musculaire intense. Voilà. On constate déjà une augmentation de la consommation de dioxygène en fonction de l'activité. Voilà. Alors, question suivante. Vérifiez votre réponse à proposer à la question numéro 2 par ces informations obtenues d'après les données de l'histogramme. Donc, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait de l'énergie, normalement, le corps il a besoin d'une grande quantité d'oxygène. Le dioxygène sera transporté par les globules rouges qui se trouvent dans le sang. Donc, les battements cardiaques doivent augmenter pour que le sang arrive en plus grande quantité dans les muscles et pour que le muscle reçoive la quantité suffisante d'oxygène pour qu'il puisse oxyder les nutriments et la transformer en énergie. Alors voilà la réaction. On a pris comme exemple le nutriment le glucose avec l'oxygène. Il va libérer de CO2, bien sûr l'énergie et de l'eau. Donc quand on monte en haute montagne, on ressent qu'on a les premiers jours les maux de tête, une difficulté de respiration. On constate ainsi l'évolution de la fréquence cardiaque et des mouvements respiratoires. Après un mois, au moins d'une semaine, ces symptômes-là qu'on vient de citer disparaissent et on reprend presque notre état normal. Le document suivant indique les résultats de quelques mesures qui sont réalisées afin de comprendre la cause de ces symptômes. Donc voilà le tableau, vous allez lire attentivement. Ça va? Donc, quelle est la relation entre l'hémoglobine et le dioxygène d'après vos connaissances? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? À la surface, pression moléculaire. Voilà. Ici, lorsqu'on monte en altitude, c'est-à-dire à l'altitude de 4500 mètres, ça c'est quoi? La pression moléculaire diminue. Donc, très petite quantité, la quantité d'oxygène diminue, la pression diminue bien sûr. Et la saturation en hémoglobine en O2, ici 100 bien sûr, ici sera diminue. Voilà. Donc, quelle relation est-il entre l'hémoglobine et le dioxygène? Bien sûr, comme vous le connaissez, que l'hémoglobine, c'est une substance qui se trouve dans les globules rouges et c'est elle qui transporte le dioxygène. Donc, la réaction, l'oxydation de l'hémoglobine nous donne l'oxyhémoglobine. Donc, expliquer comment le corps s'adapte avec les altitudes. Bien sûr, il y a augmentation de globules rouges. Par conséquent, augmentation aussi de l'hémoglobine. Et comme ça, le corps va s'adapter. Et pour récupérer le manque de dioxygène, il y a augmentation de l'hémoglobine. Comme ça, il y a transport de dioxygène, une quantité suffisante pour le corps. Alors, d'après cette analyse, expliquez comment les symptômes sont apparus pendant la montée. Bien sûr, lorsqu'on monte, il y a diminution d'oxygène, il y a insuffisance de dioxygène. Bien sûr, les symptômes vont paraître parce que les cellules du cerveau ne reçoivent pas la quantité suffisante de dioxygène et c'est pour cela que les symptômes qu'on a dit tout à l'heure apparaissent. Donc, le document de représente les résultats des analyses. Voilà les analyses qu'on a fait. Nombre de globules rouges. Ici, la quantité de l'hémoglobine, bien sûr. Lorsque le nombre ici de globules rouges augmente, bien sûr, il y a augmentation de l'hémoglobine parce que l'hémoglobine se trouve dans expliquer comment le corps s'adapte avec l'altitude. Donc, pour s'adapter, l'augmentation des globules rouges veut dire aussi une augmentation du taux de l'hémoglobine et cela veut dire transport de dioxygène pour satisfaire les besoins du corps.
Merci de votre attention. C'était un peu long. Je m'excuse. Bon, voilà, je vais vous laisser comme d'habitude avec cette citation qui dit qu'il n'y a pas de bonheur sans douleur, ni de réussite sans erreur. On fait les erreurs, on la corrige et on réussit. Bon courage, à la prochaine fois, Inch'Allah.